Une prévision de plus de 8 millions de doses de vaccins contre la COVID-19. Le Mali a reçu un premier lot de près de 400 000 doses le 5 mars 2021. Mais beaucoup de polémiques autour de l'efficacité du vaccin AstraZeneca. Vous aurez des précisions avec le directeur général du Centre d'infectiologie, Charles Mérieux, dans cette édition. Ariane Abounti, les conclusions de l'enquête de l'ONU confirment que le bombardement a visé une célébration du mariage. Les explications du président de la CNDH, Agui Boiré, au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Je le disais à l'instant, le lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté ce mercredi 31 mars 2021. Mais beaucoup de polémiques autour du vaccin. Le lot de vaccins AstraZeneca reçu le 5 mars dernier par les autorités maliennes, une initiative internationale appelée COVAX, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Mais plusieurs interrogations sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca pour le directeur général du Centre d'infectiologie, Charles Mérieux, le professeur Brahima Kouriba. Il n'y a aucun doute sur l'efficacité du lot livré au Mali. Il est au micro de Sédou Sidibé. Lot de vaccins qui a été reçu est un vaccin qui a été mis à disposition du Mali à travers en fait une initiative qu'on appelle COVAX, qui est une initiative internationale sous l'égide effectivement de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc ce vaccin AstraZeneca, en fait, c'est AstraZeneca est la structure qui a inventé et produit pour la première fois le vaccin. Ils ont contracté avec une firme indienne qui leur permet d'augmenter leur capacité de production. Donc les lots qui nous sont livrés sont effectivement certifiés par l'Organisation mondiale de la santé. Le lancement des vaccins contre la Covid mondialement a été l'objet de polémiques. Au-delà de la Covid, il y a une polémique internationale sur la vaccination. Je vais juste vous faire rappeler que avant la pandémie de la Covid, en 2019, il y a eu effectivement un problème concernant une recrudescence du rougeole dans le monde entier. Simplement parce que il y a maintenant de plus en plus des gens qui deviennent réticents au vaccin et qui a amené le fait que beaucoup d'enfants, par exemple en Europe, ne reçoivent pas des vaccins parce que les parents sont devenus réticents. Alors donc, il y a effectivement en ce moment une polémique généralisée sur les vaccins. Mais pour ce qui concerne maintenant le vaccin de la Covid, effectivement, la pandémie ayant une ampleur mondiale, alors quand il y a, vous vous rappelez que même pour le traitement, il y a eu polémique. Et la polémique a toujours continué. Quand il s'agissait aussi du test, il y a eu toujours polémique. Donc, pour tout ce qui concerne cette pandémie, il y a polémique. Le vaccin, maintenant, pour ce qui concerne ce vaccin, la polémique vient du fait que on a remarqué dans certains pays, lorsque ce vaccin a été administré, coïncidence avec des phénomènes de thrombose, c'est-à-dire de coagulation. Okay. Et c'est ce qui a amené, par exemple, le principe de précaution étant, en Europe, à un peu sursoir à la vaccination. Mais dès lors qu'ils ont vu qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre le vaccin et les thromboses qui sont survenues, ils ont levé effectivement ce principe de précaution et ont repris la vaccination massive. Donc, moi, en tant que Malien, ce que je veux dire, c'est que le vaccin est d'abord l'un des outils les plus puissants en matière de santé publique contre les épidémies. Deuxièmement, la fabrication des vaccins est soumise à une telle rigueur que lorsque un événement important qui met en danger la vie d'un individu survient au cours de l'essai, le vaccin
est considéré comme mort. Si ce vaccin est arrivé à ce niveau, il a franchi toutes les étapes pour arriver à l'utilisation massive. Donc, ceci indique effectivement que le vaccin, certes, présente des effets secondaires qui sont mineurs, ce qui est normal. On vous injecte un antigène et l'organisme réagit. Et justement, c'est ce qui est sollicité, parce que lorsqu'il y a une réaction contre l'antigène, ça veut dire que l'organisme est en train de se préparer à combattre la maladie. D'accord? Et généralement, c'est à type de fièvre, de douleur au point d'injection. Souvent, les gens peuvent se sentir un peu fatigués et c'est tout. Ça, ce sont des effets mineurs comparés à vraiment à la mortalité que la Covid peut engendrer. En général, vous savez, tout le monde constitue une cible. Mais comme nous ne disposons pas assez de vaccins, on est obligé de faire un choix. Et le choix, d'abord, premièrement, c'est le personnel qui est exposé. Parce que si ce personnel est atteint de façon massive, ça va diminuer nos capacités de réaction. C'est pourquoi on dit, vraiment, on va commencer par le personnel de santé qui est au contact des malades et qui peut facilement contracter la maladie. Alors, l'autre cible, c'est les personnes les plus âgées. C'est-à-dire ceux qui ont, on a dit, plus de 60 ans. Parce que c'est chez eux qu'on voit les effets les plus graves. C'est eux qui vont généralement vers la gravité. Une autre cible, même si on est jeune, relativement jeune, si on a des comorbidités, ça veut dire que si on a des maladies qui sont associées, telles que le diabète, telles que l'hypertension, pour certains qui ont effectivement un surpoids, tout ceci peut effectivement favoriser la maladie et à évoluer vers la gravité. C'est pourquoi on considère que ceci sont les cibles lorsqu'on n'a pas assez de vaccins. Mais je vous assure que le jour où il va y avoir suffisamment de vaccins, tout le monde va être vacciné. Tout le monde sera la cible. Parce que la Covid, effectivement, se transmet à tout le monde, du bébé jusqu'aux personnes les plus âgées. La seule différence, c'est que quand on est jeune, on a moins de risque de faire la maladie la plus grave qui est mortelle. Voilà. Maintenant, pour ce qui me concerne en tant que directeur du centre Mérieux, j'ai déjà fait la liste de tout mon personnel. Tout le monde est d'accord pour faire le vaccin. Parce que nous testons ici. Nous recevons aussi des patients qui viennent régulièrement pour le diagnostic. Et qui dit patient? C'est potentiellement des gens qui peuvent être infectés. Donc, mon personnel est vraiment à risque. Et donc, tout le monde est prêt, lorsque le vaccin va venir, d'être injecté. Mais comme moi, je suis membre du comité scientifique, j'ai eu le privilège ce matin d'être présent au lancement et j'ai reçu effectivement ma dose et voici mon carnet de vaccination qui effectivement confirme que j'ai reçu le vaccin avec mon nom, mon prénom et celui qui l'a administré. Donc ça, c'est la preuve vraiment palpable devant Dieu et les hommes que, effectivement, je me suis vacciné. Et je pense, si demain, j'avais la possibilité d'avoir plus de vaccins, j'aurais immédiatement vacciné tout mon personnel et même ma famille. À noter que le centre d'infectiologie Charles Mirier a été créé en 2005 en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Mali. Le centre d'infectiologie Charles Mirier à Bamako contribue à la montée en compétences des professionnels de santé du Mali et des pays voisins, biologistes, techniciens de laboratoire et médecins. Autre chose à présent, l'enquête de la MINUSMA a confirmé que le bombardement de la frappe aérienne à Bounti a visé une célébration de mariage. Au même moment, les autorités françaises rejettent les conclusions de cette enquête. Elles maintiennent par ailleurs que la frappe a visé un groupe terroriste. Selon Agibou Boiré, président de la Commission nationale des droits de l'homme au Mali, il s'agit d'établir les faits, ce qui est différent de la décision de la justice. Bon, les rapports de la MINUSMA, nous avons pris connaissance de la teneur. Et bien avant, lorsqu'il y a eu la frappe à Bounti,
nous avons sollicité et recommandé une enquête crédible, internationale au besoin, pour l'établissement des faits. Et cette enquête a été conduite par la division des droits de l'homme de la MINUSMA, autrement par un mécanisme du système des Nations Unies. Donc nous avons estimé que cette organisation disposait des moyens suffisants et adéquats pour conduire l'enquête. Et c'est ces résultats que nous avons reçus. Et nous pensons que c'est vraiment une organisation qui est crédible et qui dispose des moyens adéquats et de la méthodologie rigoureuse en la matière pour conduire de telles enquêtes. Bon, nous n'en sommes pas à ce niveau parce que bon, c'est la justice qui peut désigner les coupables. Et nous, en matière d'enquête, on parle d'établissement des faits. Et ce que nous pouvons affirmer aujourd'hui, c'est que c'est une organisation internationale crédible qui a produit un rapport et qui a dégagé des conclusions. Et nous pensons qu'entre la teneur du rapport de l'organisation internationale et la version de l'un des protagonistes, à savoir l'armée française, il est raisonnable d'accorder du crédit au rapport de l'ONU, jusqu'à preuve du contraire. Donc ce qui reste à faire maintenant, c'est de commander une autre enquête internationale. Sinon, on ne peut pas se fier à la version de l'une des parties. On a même notre enquête également qui vient d'être bouclée, mais qui est basée sur la même méthodologie que l'enquête menée par la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Donc nous allons publier le moment venu notre rapport également. Mais il faut reconnaître que nous n'avons pas été sur le terrain comme la division des droits de l'homme a eu à le faire, avec une équipe d'experts et puis avec la police scientifique. Donc ce sont des éléments qui crédibilisent vraiment ces genres d'enquête. Nous attendons d'abord que peut-être qu'il y ait un troisième rapport d'une autre organisation internationale, comme recommandé du reste par l'ONU, pour pouvoir départager définitivement les parties par rapport à cet incident. Après, on avisera par rapport aux actions à mener. En fait, c'est le résultat, les conclusions d'un rapport d'enquête, d'un rapport de monitoring et d'un rapport d'investigation. Et Dieu seul sait qu'en la matière, les standards sont connus en matière d'établissement des faits. Et je pense que ces standards ont été observés en termes de rigueur dans la conduite de l'enquête. Maintenant, le voyage du ministre d'une république sœur du Mali ne changera rien à ce genre de rapport. Nous pensons que si on veut être juste, impartial et objectif, on ne peut qu'accorder du crédit à un rapport produit par une organisation internationale, jusqu'à preuve du contraire. Le mot de la fin, c'est que les gens doivent comprendre que en matière de violation des droits de l'homme, les organisations de défense des droits de l'homme mènent des missions de monitoring, des rapports d'enquête. Et ces rapports d'enquête sont assis sur des méthodologies qui sont bien huilées et qui sont bien connues au plan international. Il s'agit d'un certain nombre d'étapes techniques, d'un certain nombre de procédés techniques avec souvent l'accompagnement de la police scientifique. Et l'objectif, c'est pas d'aboutir à désigner qui est coupable, qui ne l'est pas, mais il s'agit d'établir les faits. L'établissement des faits est différent d'une décision de justice. C'est après cet établissement des faits que la justice peut être saisie de l'affaire et la justice, à son tour, a ses méthodes d'instruction. Ça passe par les juges d'instruction qui instruit à charge et à décharge. Cela n'a rien à voir avec les rapports que les organisations de défense des droits de l'homme produisent. Donc nous n'avons pas la même mission, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Donc à ce stade, on parle de rapport d'établissement des faits et non de décision de justice. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.